Bonjour à tous, bienvenue sur DigiSchool, je suis Cécile, votre professeure de français. Aujourd'hui, nous allons voir la méthodologie du français en première, notamment l'exercice de la dissertation et de l'écriture d'invention. Donc tout d'abord, le plan de ce cours sera la dissertation. Nous verrons dans le détail l'organisation de la dissertation et des différents plans possibles. Puis l'écriture d'invention et les différents sujets qui vous seront demandés. Donc d'abord, pour la dissertation, la formulation. On peut tomber sur différents types de sujets. Donc la première chose à laquelle vous devriez faire attention, ça sera la formulation de la consigne. On peut vous demander d'expliquer, de commenter, de discuter, ou alors le sujet peut être formulé de sorte à ce qu'on vous demande. Pensez-vous que l'auteur a raison? Pensez-vous qu'il faut toujours une littérature engagée pour que la littérature fasse réfléchir? Ce genre de sujet, vous voyez? Donc, ces différentes formulations engagent différentes réflexions. Il faudra que vous sachiez nuancer votre réponse en fonction du mot qui est précisé dans la consigne. Donc, ça peut être expliquer, commenter, discuter, pensez-vous que. Voilà. Ensuite, le sujet peut avoir aussi prendre la forme d'une affirmation à laquelle vous devrez réagir. Donc, dans ce cas, il faudra que vous discutiez le point de vue énoncé et que vous montriez aussi la valeur de cette affirmation, c'est-à-dire que vous la validiez. C'est-à-dire qu'il faut à la fois dire oui et non au sujet. Il faut savoir valider le sujet dans un premier temps, puis le contester en argumentant. Par exemple, on peut tomber sur le sujet suivant. Flaubert écrivait « La passion ne fait pas les vers », donc la poésie, et plus vous serez personnel, plus vous serez faible, donc faible en matière d'écriture. Le sujet peut être ainsi formulé, vous discuterez cette affirmation en vous demandant s'il faut utiliser ses passions ou sa raison pour écrire de la littérature. Donc pour écrire une belle œuvre littéraire, est-ce qu'il faut davantage être passionné, comme Flaubert le conteste, ou être raisonné, comme Flaubert l'affirme? Donc là, vous devrez d'abord valider ce sujet, puis le contester. Donc, comment on analyse ce sujet? D'abord, je vous propose d'analyser et d'approfondir le sujet, c'est-à-dire de trouver les mots-clés du texte. Vous réécrirez avec vos propres termes ce sujet, donc vous essayez de le vulgariser en quelque sorte, de le reformuler avec vos mots à vous, pour comprendre bien la thèse du sujet implicite ou explicite. Parce que la thèse peut formuler de manière explicite, comme ici on avait, il faut d'abord écrire avec sa raison, une thèse donc, et implicite, on peut juste suggérer l'idée et ne pas l'expliciter complètement. Donc c'est à vous, avec vos propres mots, de réussir à saisir l'idée qu'il y a derrière le sujet. Que vous discuterez ensuite. Donc la thèse, vous la discutez toujours dans la deuxième partie. Ceci pour éviter les contresens et les hors-sujets. Donc la reformulation avec vos mots, c'est toujours pour éviter le hors-sujet. N'oubliez pas cette étape qui est assez importante. Ensuite, trouver la problématique. Donc la problématique, souvent, c'est ce qui fait peur en dissertation, et forcément, c'est ce qui ne va pas de soi. C'est-à-dire que dans la thèse du sujet, on va vous formuler quelque chose de manière évidente. L'auteur est persuadé de sa thèse, donc il le formule de la manière la plus convaincante possible. Mais vous, il faut que vous arriviez à trouver l'idée qui, derrière cette thèse, peut contester le sujet. Donc il faut que vous montriez une tension entre des termes, c'est-à-dire une contradiction. Donc pourquoi l'auteur pose-t-il cette question? Pourquoi affirme-t-il cette thèse? Probablement parce que derrière cette thèse, il y a des opposants et des contre-arguments possibles. Donc c'est la raison pour laquelle il pose cette question. Donc par exemple, Flaubert écrivait « La passion ne fait pas les vers et plus vous serez personnel, plus vous serez faible ». C'est la citation de tout à l'heure. Les mots-clés, bien sûr, c'est passion et raison. Ce sont les deux thèses qui vont s'opposer dans ce sujet. C'est là où il y a une tension. Et la thèse du sujet, c'est celle-là que vous devriez formuler sur votre brouillon. C'est « Il faut écrire avec la raison et non avec ses passions pour respecter la technicité de la littérature ». Donc le but de l'affirmation de Flaubert, c'est de comment va-t-on réaliser une grande œuvre littéraire. Donc comment fait-on une bonne œuvre? Pour lui, c'est avec la raison et non avec la passion. Donc la raison, c'est ce qu'il y a de technique dans la littérature. Alors que la passion, c'est plus ce qu'il y a d'original, de génial. C'est pas exactement la même chose, c'est le talent plus, la passion. Donc il faut que vous arriviez à faire ces connexions entre les termes, vous voyez. Par exemple, la passion, là, on voit
que la passion, ça suggère quoi dans l'œuvre littéraire? Le génie, le talent, l'originalité, alors que la raison, c'est la technique. Donc là, la problématique vous aura fait sortir ces deux alternatives. Et ces deux alternatives, vous les sortez justement en cherchant du vocabulaire derrière chaque terme. Le vocabulaire qui est synonyme en fait de chaque terme important du sujet. Donc la question que vous allez devoir poser à ce sujet, votre problématique, ça sera: faut-il préférer la technique très rationnelle dans l'écriture, ou bien le génie ne peut-il exister sans un certain degré de passion dans l'écriture? Donc est-ce qu'il faut de la passion pour écrire, ou est-ce qu'il faut de la technique uniquement? C'est tout le problème des grandes œuvres artistiques. Est-ce qu'une œuvre est belle lorsqu'elle respecte précisément la technique, les mesures rationnelles, par exemple si on dessine un corps humain, du corps humain, les proportions parfaites, ou est-ce que c'est l'éclat de génie qui va faire chez les impressionnistes justement le fait qu'on décale un peu de manière irrationnelle les sensations par rapport à ce qu'on voit rationnellement? Bon, bah, le fait de ce décalage, ça va être l'éclat de génie et le talent. Donc qu'est-ce qu'il faut davantage? La réalité ou l'aspect génial du travail? C'est là que le problème se pose. Donc demandez-vous toujours, qu'est-ce que le sujet sous-entend? Qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Par rapport à la thèse, il y a toujours une contre-thèse à laquelle s'oppose la thèse. Donc il y a toujours cette tension. Comment s'opposer à ce point de vue du sujet? Donc vous, comment vous allez réussir à dire non, ce sujet est faux? On peut argumenter à partir d'autres arguments, et là on va voir comment on peut s'y prendre. La problématique découle de cette contre-thèse. Donc, le sujet est faux, non, il faut de la passion pour créer une grande œuvre d'art. C'est ça qui va faire la qualité et l'originalité. Donc ça va être la contre-thèse. Donc attention, ne confondez pas le sujet et la problématique. Oui, parce que souvent, les élèves se contentent de répéter, si le sujet est formulé sous forme de question, ils se contentent de répéter cette question. Mais en fait, vous ne devriez pas répéter cette question, il faut que vous reformuliez une autre question que je viens de vous expliquer, qui consiste à montrer une contradiction dans le sujet. Donc sujet, ce n'est pas problématique, c'est deux choses différentes. Ensuite, donc votre plan. Pour trouver des idées, interrogez-vous sur les mots-clés du texte. Donc là, on l'a fait tout à l'heure, les mots-clés. Recherchez d'autres idées dans le corpus. Donc oui, vos idées, vous les étayez avec les textes du corpus, puisque le corpus est toujours rattaché à votre sujet de dissertation. Donc d'autres idées dans le corpus. Comparez les textes. Rappelez-vous les textes étudiés pendant l'année. Oui, puisque c'est toujours sur une thématique générale qui est posé votre sujet de dissertation. Et cette thématique générale, vous l'aurez vu dans l'année. Donc si c'est sur le roman, vous pouvez vous rappeler différents textes que vous avez lus pendant l'année sur le roman, ou des grandes œuvres que vous avez déjà lues depuis la 6e même. Hein. C'est tout simplement des romans, des textes sur l'écriture du roman. Donc trouvez un exemple pour chaque idée annoncée. Donc on va voir comment. Exemple, alors, donc pour, oui voilà, donc je reviens sur trouver les mots-clés. Donc pour trouver les mots-clés, donc on les avait déjà tout à l'heure, passion, raison. L'idée que vous allez ressortir de ces mots-clés, donc tout se fait de manière connectée, donc mots-clés, idée, ça va être l'opposition entre ces deux termes. Ensuite, les idées connexes, ça va être génie et poésie. Talent, originalité, comme je vous ai dit. Inconscient, n'oubliez jamais cette partie de la littérature, c'est la littérature qui travaille à partir de l'inconscient, les surréalistes. Ça permet beaucoup d'articuler des sujets de dissertation. Donc revoyez bien André Breton, Nadja, revoyez les surréalistes. La clarté de la technique, donc ça c'est plus pour illustrer le thème de la raison. Et de la versification, toujours pour illustrer le terme de la technique et de la raison. Donc, pour le mot-clé originalité, qui découle du mot passion. Donc c'est des mots qui découlent les uns des autres. On peut penser à l'exemple Semprin, Georges Semprin, j'espère que vous connaissez, dans l'écriture ou la vie, qui écrit un témoignage à partir de ses passions, c'est-à-dire à partir de sa souffrance, pour montrer la violence des SS, c'est-à-dire que c'était un auteur qui a été déporté en camp de concentration. Et du coup, il a écrit un témoignage de son expérience à partir de ses émotions et de ses passions. Et c'est ça qui fait la particularité de son œuvre littéraire, c'est qu'elle est très riche en analyse émotionnelle et psychologique. Donc, on voit que la passion est importante pour écrire une œuvre d'art. Donc,
L'inconscient des surréalistes, donc comme je vous ai dit, Breton dans Nadja. On peut aussi penser au jeu du Cadavreski et le jeu qui consiste à noter les rêves chez les surréalistes. Ensuite, la clarté de la technique. Alors on a Boileau. On a une citation de Boileau qui est très connue, qu'il faut que vous connaissiez, c'est « Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément ». Donc ça, c'est la phrase classique qui consiste à dire que quand une pensée est claire, elle sait toujours correctement s'énoncer avec technicité. Donc c'est que la versification doit toujours être très rigoureuse. C'est ça la thèse de derrière cette citation. Donc les règles du sonnet et de la versification découlent de cette thèse et il y a certains codes à respecter et donc c'est de la raison que provient la poésie et la technique littéraire. Ensuite, génie et poésie. Donc ça, c'est deux autres termes connexes. On peut penser à Neruda qui trouvait son inspiration dans l'amour et la passion vécue. Donc là, ça va être la contre-thèse qui peut être illustrée par cet exemple. Donc voilà, vous faites la liste de tous les exemples qui vous viennent en tête et vous mettez des synonymes, des mots du sujet à chaque thèse, à chaque exemple et à chaque thèse. Est-ce qu'il y aurait des questions? Oui, il y a des questions. Alors, une fois qu'on a trouvé les mots-clés, il faut les définir sur la copie ou juste sur le brouillon? Alors, les mots-clés, d'abord vous les définissez sur votre brouillon. De toute façon, vos mots-clés, ils vont arriver dans votre copie nécessairement, mais il va falloir savoir l'organiser dans un plan. C'est ce qu'on va voir juste après. Donc vos mots-clés, vous les mettez d'abord sur votre brouillon, vous mettez la définition de chaque mot-clé et un exemple auquel vous fait penser ce mot-clé. Donc ça, c'est votre brouillon. Ensuite, on verra dans le plan comment vous organisez votre dissertation. Autre question, faut-il toujours se baser sur d'autres textes ou alors on peut le faire sur nos connaissances propres? Les deux. En fait, il faut se baser toujours... Ah oui, vos connaissances propres. Ce que vous voulez dire, c'est est-ce que je peux parler de ma propre pensée? D'accord, je vois ce que vous voulez dire. Il faut toujours des exemples de la littérature. Donc, utilisez les exemples du corpus. Utilisez ce que vous avez vu pendant l'année. C'est à ça que sert votre travail pendant l'année, en cours, et la révision de tous vos textes pour l'oral. C'est justement à ça que servent ce travail de base. Hein. Pour la dissertation, c'est indispensable. Oui, il faut vraiment vous fonder. Vos idées personnelles, elles servent à amener votre exemple, en fait. Votre idée personnelle, elle ne servira pas à illustrer votre propos, c'est juste pour amener votre exemple et penser votre idée. C'est tout. Voilà. Alors, il y a quelqu'un qui parle d'une méthode AEI qui dit du coup argumenter, expliquer, illustrer. Est-ce que ça peut s'approprier à la dissertation ou... Oui, sauf que moi j'ajouterais illustrer, commenter et conclure. AEICC. Moi je mettrais. Commenter et conclure votre exemple. Vous ne pouvez pas juste illustrer et passer à un autre exemple. Il faut toujours commenter votre exemple et conclure. Ok, c'est tout. Merci. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'un exemple? Donc on voit dans le détail. C'est avant tout un passage précis d'un livre, c'est-à-dire une scène qui se déroule ou une description, par exemple, une rencontre amoureuse. Pensez à la rencontre de Madame Arnoux avec Frédéric dans l'éducation sentimentale. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que la femme perd son châle au bord de l'eau et Frédéric se jette sur son châle pour le lui rendre et là, il y a une rencontre amoureuse qui se fait. Si vous racontez cet exemple tout simplement avec vos propres mots au sein de votre copie, tout de suite on voit que vous avez lu un passage, un extrait, vous en avez retenu quelque chose et vous êtes capable de le restituer dans votre copie. Donc ça, c'est vraiment bien. Je vous conseille de mémoriser vraiment des moments qui vous ont plu, des scènes assez sympathiques pour les étayer dans vos copies. Donc une rencontre, un portrait d'un personnage aussi, ça peut être un exemple. Donc le portrait du père Goriot dans le père Goriot de Balzac ou la description détaillée d'un lieu. Par exemple, la mine chez Zola dans Germinal. Elle est décrite très longuement dans Germinal. Donc, rappelez-vous de vos lectures, toujours. Et je vous conseille, comme je vous ai déjà dit, de vous faire un petit cahier d'exemples où vous mettez juste quelques mots ou quelques phrases pour vous rappeler tout simplement d'un texte. Et vous souvenir que ce texte existe. C'est comme une fiche, mais dans un cahier d'exemples, vous faites votre fiche de liste d'exemples. Donc voilà, donc je vous mets un exemple, c'est un peu long, hein, mais on va voir ça rapidement.
Donc Musset, dans La Confession d'un enfant du siècle, écrit la phrase suivante. Mais de même qu'un blessé atteint de la gangrène s'en va dans un amphithéâtre se faire couper un membre pourri et le professeur qui l'ampute couvrant d'un linge blanc le membre séparé du corps fait circuler, donc c'est ça qui est intéressant en fait, fait circuler de main en main par tout l'amphithéâtre pour que les élèves l'examinent. Qu'est-ce qui est intéressant dans cet exemple? Donc, ce n'est pas le côté écœurant de la description bien sûr, mais c'est le fait que Musset, pour introduire dans l'incipit de La Confession d'un enfant du siècle, le fait qu'il montre sa douleur au monde, il prend l'analogie d'un membre qu'on aurait coupé à une personne qui serait atteinte de la gangrène et qui montrerait ce membre à tout un amphithéâtre de médecins. Donc il prend le lecteur pour un médecin de son âme et montre la douleur de son âme à un public qui est ses lecteurs. Donc moi, je vous ai fait un petit paragraphe pour exploiter cet exemple. Donc pour exploiter cet exemple, vous écrirez, éventuellement, hein, vous pouvez écrire autre chose, mais bon, c'est un exemple. L'écrivain peut écrire pour témoigner d'une souffrance qu'il a vécue dans son existence. C'est le cas de Musset qui a souffert de l'échec de la Révolution de 1848, notamment en raison de ses grands idéaux romantiques, comme il l'écrit dans La Confession d'un enfant du siècle, dans l'incipit du roman. Il prend l'analogie d'un membre gangréné que l'on examinerait dans un amphithéâtre de médecine pour comparer ce morceau de corps à un morceau de son âme qui souffre. Donc, voilà, c'est comme ça que vous exploitez votre exemple. Vous voyez bien ici que je n'ai pas remis un seul mot de la citation. Donc il ne vous suffit pas d'avoir une très bonne mémoire pour exploiter un exemple. Il faut tout simplement vous souvenir de ce qui se passe dans une scène et de un ou deux mots qu'a employé l'auteur et de le réexploiter ensuite, c'est-à-dire en l'expliquant. Voilà, ensuite vous le commenterez, tout ça. Donc, voyons maintenant les différents types de plans. Donc, on a le plan dialectique, le plan thématique et analytique. Bon, c'est pour vous indiquer des manières de faire, hein. C'est des grands mots, mais n'ayez pas peur, ne vous dites pas « Oh, mais mon plan est à la fois thématique et analytique, ça ne marche pas ». Non, en général, on peut coupler plusieurs manières, affiner les choses. Ce qui compte, c'est vraiment la manière dont vous formulerez vos grandes parties. Donc, voyons le plan dialectique. Le sujet vous demande de prendre le contre-pied d'une thèse, c'est-à-dire dialectique, hein, c'est deux choses qui s'opposent. Donc, première partie, on a la thèse. La thèse, donc, c'est ce qu'affirme le sujet. Vous devrez alors illustrer le sujet dans votre première partie. Deuxième partie, l'antithèse, c'est-à-dire le point de vue contraire. Donc là, vous prendrez le contre-pied du sujet et direz « mais non, ce sujet est faux ». Enfin, vous ne le direz pas comme ça, mais vous affirmerez que non, Flaubert ne peut pas défendre une telle thèse puisque, en réalité, c'est la passion qui gouverne le grand génie, les grandes œuvres sont faites de passion, de grandes émotions, tout ça. Donc ça, c'est la contre-thèse. Enfin, troisième partie, synthèse, qui réconcilie les contradictions et donc qui dit finalement, le premier moment, c'est la technique, le second moment, c'est la passion. Donc technique et passion font la grande œuvre d'art et il faut associer les deux. On était juste dans deux moments différents de la création quand on analysait la première et la deuxième partie. Voilà. Donc, par exemple, donc voilà ce que je vous ai dit. Oui, donc vous mettez jamais oui, hein, bien sûr, hein, mais moi c'est pour vous montrer que vous affirmez. Donc oui, l'écriture se fonde sur la technicité, vous argumentez, vous donnez des exemples. Puis, non, la passion est le fondement de la création, vous argumentez, vous donnez des exemples. Toutefois, la passion découle du premier moment de technicité. Donc passion et technique ne font qu'un au sein d'un grand processus de création. Voilà. Donc ça, c'est l'exemple du plan dialectique. C'est très caricatural, mais c'est vraiment pour que vous compreniez oui, non, mais, quoi. Enfin, c'est vraiment schématique pour le moment. Donc le plan thématique. Le sujet demande de développer une même thèse sous plusieurs aspects. Donc par exemple, partie 1. Le premier angle de la thèse, on va avoir une première définition. Partie 2, deuxième aspect de la thèse, je vous donne l'exemple après. Deuxième aspect de la thèse, définition 2. En fait, c'est 3 définitions, tout simplement. Et troisième aspect de la thèse, définition 3. On voit l'exemple. Donc, première partie. La technique constitue le premier moment de l'écriture. Donc, on a le premier moment qui permet la beauté esthétique de la forme. Donc là, on a la définition. Beauté esthétique, c'est le terme qui illustre votre première définition. Donc, c'est un mot-clé qui est sorti de votre analyse, tout ça.
Et donc, technique et le mot forme aussi. La technique, c'est quoi? C'est toujours la forme. Et on va dire que la passion, c'est le fond. Forme et fond font un ensemble, en fait. Alors, ensuite, la passion et les pulsions inconscientes, donc pensez au surréalisme quand vous voyez le mot pulsion inconsciente, fondent seulement la part d'originalité des thèmes abordés. Donc, c'est la seconde définition. Donc là, on voit qu'on n'est pas dans une contre-thèse, on n'est pas dans la négation du premier moment, mais on est dans le fait qu'on parle de la passion plutôt que de la technique. Donc c'est une nuance en fait. Voilà. Et la troisième partie, donc là, je vous ai mis une petite citation pour que vous en rappeliez. Donc, mais comme Hugo l'écrivait, la forme, c'est le fond qui remonte à la surface. C'est une citation assez connue de Hugo. Donc la forme, bien la technique, ça veut dire la technique, et le fond, ça veut dire la passion, dans le cadre de ce sujet, qui remonte à la surface. Donc en fait, c'est assez rigolo, c'est pour dire que à partir de la forme, on voit la qualité du fond. Pour Hugo, c'est la technique qui permet, la belle technique littéraire qui permet de juger de la qualité des idées de l'auteur. Bon, en gros, c'est ça. Mais bon, on peut l'affiner encore. Dès lors, la technique et la passion s'entrelacent dans le domaine de la création littéraire. Ça, c'est votre troisième définition. Troisième définition. Donc, c'est une seule et même chose, technique et création. La qualité de l'un fait la qualité de l'autre. Ensuite, le troisième type de plan, c'est le plan analytique. On vous invite à expliquer ou à expliciter le sujet. Donc, dans la première partie, vous allez d'abord contextualiser le sujet. Qu'est-ce qui a fait que la question se pose ainsi, dans ces termes-là? Donc, pourquoi Flaubert s'est mis à dire que le vers ne pouvait être de qualité, la poésie ne peut être de qualité que si elle est faite réalisée de manière technique et rationnelle. Pourquoi? Alors, le vrai contexte de l'histoire, c'est que Flaubert avait justement cette envie d'écrire avec ses passions, notamment dans Salammbô. Il avait beaucoup cherché à écrire de manière plus nerveuse que la manière technique et rationnelle qu'on lui inculquait. Et il s'est rendu compte que la qualité n'existait que véritablement dans les textes où il souffrait le plus, où il travaillait le plus en fait. Donc ça, on le voit dans sa correspondance. Bon, vous n'êtes pas forcément obligé de le savoir, mais vous pouvez savoir que Flaubert est né au 19e siècle, il écrit au 19e siècle, et qu'est-ce qu'il y a au 19e siècle? Il y a les romantiques, et les romantiques, eux, se fondent essentiellement sur leur passion. Bon, j'y vais à gros traits, mais c'est ça l'idée. Donc vous pouvez contextualiser ce sujet en pensant aux romantiques. Donc, ensuite, quelles sont les conséquences de cette question pour la partie 2? Qu'est-ce que cela implique? Les conséquences de cette question, ça va être poser la question de la technique en disant qu'elle doit être séparée de la passion. Ben, il y a des conséquences, c'est qu'il faut supprimer la passion. Qu'est-ce qu'il faut en faire? Est-ce qu'il faut la faire advenir après la technique? Est-ce qu'il faut l'oublier complètement et la nier? Voilà, il y a des conséquences. Donc voilà, c'est une analyse vraiment du sujet. Ça. Ouverture, ensuite, ça va être la troisième partie. Y a-t-il d'autres aspects laissés dans l'ombre par cette question? Bien sûr qu'il y a des aspects laissés dans l'ombre et on va les voir tout de suite. Donc, première partie, opposer raison et passion, donc ça c'est les conséquences du sujet, c'est tenter d'établir une priorité entre les deux, donc une priorité de la raison sur la passion, dans le domaine de la création. Mais cela, donc, deuxième partie, cela ne doit pas pour autant amener l'écrivain à exclure, à faire un choix tout simplement entre raison et passion. Pourquoi faudrait exclure un des deux termes de l'alternative? Enfin, troisième partie, cette question ne montre pas le fait que la passion découle de la raison, donc il y a juste un rapport d'ordre entre les deux, en opposant ainsi ces deux termes. Voilà. Donc là, on voit que le problème de l'opposition, si vous avez un sujet avec deux termes qui s'opposent ou deux thèses qui s'opposent, pensez toujours à dire pourquoi les opposer. Pourquoi est-ce que l'un ne peut pas être corrélé à l'autre? Et c'est là que vous allez avoir une dynamique dans votre réflexion. Voilà.
Est-ce qu'il y a des questions? Oui, il y en a plusieurs qui se demandent s'il est préférable de prendre la dissertation ou l'explication de texte, sachant que par exemple il y en a certains qui n'ont pas une grande culture littéraire ou parce qu'ils ne sont pas en L, et donc ils aimeraient savoir qu'est-ce qui est le mieux selon le profil qu'ils ont en fait. D'accord. En fait, si vous prenez la dissertation, je vous conseille vraiment quand même de faire votre liste d'exemples avant le baccalauréat, donc revoir tous les textes que vous avez vus pendant l'année. Si vous avez fait ça et que vous avez quand même quelques billes en tête, quelques exemples, si vous travaillez la dissertation et que vous la prenez, ça peut vraiment payer le jour J. C'est-à-dire qu'on va vous valoriser parce que vous avez pris la dissertation et que vous savez la traiter, vous avez travaillé. On va voir que vous avez des exemples. Ne prenez pas la dissertation si vous n'avez aucun exemple. Prenez le commentaire. C'est évident qu'une dissertation sans exemple, ça va vous pénaliser. Il faut que vous montrez que vous avez une certaine culture littéraire. Même si vous en avez moins que les L, on le sait que vous êtes en S, donc vous ne serez pas pénalisé parce que vous avez moins d'exemples que les L. Mais vous serez valorisé si vous prenez la dissertation et que vous avez quelques exemples sous la main. Si vous n'avez rien, prenez le commentaire. Voilà, c'est mon conseil. C'est bon, merci. Donc ensuite, pour le plan de l'introduction, comment on fait une introduction? Donc d'abord, je vous conseille d'amorcer à partir du contexte littéraire du sujet. Donc par exemple sur le siècle, l'histoire, ce qu'il y a autour du sujet et de l'auteur. Donc oui, ne jamais ouvrir sur l'auteur de la citation. Pourquoi? Parce que c'est trop plat. Comme c'est écrit là. En fait, si vous commencez à raconter l'histoire de la vie de l'auteur, tout le monde va faire pareil, ça va pas du tout être personnel et c'est assez banal et ça n'a pas une vraie connexion avec le sujet, ça n'amène pas véritablement le sujet. Alors que le contexte littéraire, l'histoire, les grands événements du 19e siècle par exemple pour le roman, tout de suite ça donne une forme au sujet puisqu'on voit d'où vient le sujet tout simplement. Ensuite, le sujet. Donc vous citez le sujet après avoir amorcé avec le contexte. Donc le citer. Le reformuler, c'est-à-dire analyser les mots-clés, montrer que l'on a compris le sujet. Donc oui, quand vous analysez, vous reformulez avec vos propres mots, mais vous citez bien les mots-clés en disant, mettant dans le sujet entre guillemets, la passion, la raison, la forme, le fond, enfin tous ces mots importants. Ensuite, vous enchaînez sur la problématique. Donc, je vous ai expliqué tout à l'heure comment on faisait la problématique qui montrait la contradiction et la tension. Ensuite, le plan, c'est-à-dire 2 ou 3 parties, une phrase pour chaque partie. Donc, d'abord, ensuite, enfin. Partie 1, partie 2, partie 3. C'est comme ça que je fais, en général. Ça permet de structurer. Est-ce qu'il ne manque pas quelque chose? Non, il ne manque rien. Donc, ensuite, passons à l'écriture d'invention. Alors, il y a 4 formes possibles d'écriture d'invention. On peut vous demander une narration, on peut vous demander une imitation, une transformation ou une argumentation. On va voir les 4. Donc la narration, c'est un travail qui se rattache au cours sur le roman. Donc si vous tombez sur une narration, il faut que vous ayez quand même bien travaillé votre cours sur le roman. On peut vous demander de développer un récit, une description d'un lieu, d'un personnage, d'un portrait, d'un détail, d'une scène. Donc là, il faut que vous fassiez attention à conserver les éléments du cadre de source, c'est-à-dire vous gardez les mêmes temps des verbes. Donc si le texte est au présent, vous n'allez pas revenir dans la suite. Si vous devez prolonger le texte, vous n'allez pas mettre votre texte au passé, vous allez le mettre au présent aussi. Vous suivez toujours la temporalité du texte d'origine. Les mêmes pronoms, donc on garde les mêmes pronoms, et le même cadre spatio-temporel, le même contexte. En fait, il faut que vous vous preniez pour l'auteur et que vous vous disiez il faut que je garde tous les mêmes éléments qu'il a mis à ma disposition. Ensuite, l'imitation. Alors, on a le pastiche. Donc, il s'agit d'avoir le même genre, la même forme, le même type de discours que le texte d'origine. Donc, vous reprendrez le thème de l'œuvre, les figures de style, etc. Les figures d'insistance sont à mettre en œuvre aussi. Donc, les figures d'insistance, c'est par exemple le superlatif, le plus beau, le plus doux, le plus aimable, ce genre de choses.
Ensuite, la transformation. Si c'est une transposition, il faut que vous modifiez un texte du corpus. Voilà, c'est ce qu'on vous demande. Vous pouvez changer le genre, l'époque, l'énonciation, le point de vue, le registre, selon ce que demande la consigne. Alors, la suite de la transformation. Donc, si c'est une amplification, vous allez développer le texte, donc vous exagérez certains traits, tout simplement. Vous pourrez compléter une ellipse, par exemple, chez Flaubert, on a dans un roman « Il voyagea ». À la fin d'un chapitre, on a « Il voyagea ». Ou au début. Donc, il voyagea, c'est une ellipse, c'est-à-dire que ça évite à l'auteur de détailler ce qui s'est passé pendant le voyage. Il met ça au passé et tout simplement, ce sera à vous de raconter ce qu'il a fait pendant son voyage. Donc, vous allez devoir ajouter un dénouement, décrire un détail, réfuter une thèse ou répondre à une lettre. Ça, c'est dans la transformation. Encore dans la transformation, vous allez devoir garder l'énonciation, le registre, les temps du texte d'origine. Donc toujours, on conserve la forme de base. Ensuite, vous introduisez de nouveau des tailles en respectant toujours le style du texte d'origine, une description des yeux alors que seule la forme du visage était décrite, par exemple. Donc, si on a un portrait, s'il décrit juste la finesse de la forme d'un visage ou la blancheur d'un visage, vous allez décrire le regard, la manière dont les expressions du visage, vous allez décrire autre chose, vous allez ajouter, amplifier. Donc, articuler de manière cohérente les deux textes, le vôtre et celui d'origine, pour ressembler au maximum au texte d'origine et que cela soit fluide entre le texte d'origine et le vôtre. Ensuite, l'argumentation. Vous devrez soutenir une position, trouver des exemples pour l'illustrer, ceci à partir d'un destinataire prédéfini dans la consigne. Donc, on va vous dire à qui vous devez vous adresser et ce sera à vous d'argumenter. Donc là, l'exercice ressemblera un petit peu plus à la dissertation, oui, à la dissertation, et puisqu'il vous faudra des exemples et soutenir quelque chose, un propos, en argumentant. Donc, voilà. Donc là, il faudra respecter la situation d'énonciation demandée, c'est-à-dire choisir entre plusieurs méthodes, c'est-à-dire convaincre, persuader, délibérer. Donc soit vous essayez absolument de convaincre en argumentant rationnellement, soit vous essayez de persuader avec vos sentiments et les passions de votre interlocuteur, soit vous délibérez en pesant le pour, le contre, en montrant que vous hésitez un peu et que vous finissez par trancher. Donc, il y a 6 cas possibles dans l'argumentation. Vous allez devoir conserver les règles du genre littéraire de base, toujours conserver les règles du genre du texte d'origine. Donc 6 cas sont possibles, on va les voir juste après. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui, c'est plus par rapport à la dissertation, du coup. Comment bien la commencer et bien la terminer ? C'est quelqu'un qui a du mal à... Toujours sur la dissertation, du coup ? C'est sur la dissertation. Alors, comment bien la commencer et bien la terminer ? Pour bien la commencer, tout simplement, il faut que vous travailliez vraiment votre introduction en entier. Il ne faut pas juste bien commencer les 2 premières lignes. Il faut que, bien sûr, vos 2 premières lignes soient claires. Je vous conseille de faire des phrases courtes au début, parce que si les phrases sont longues, déjà, votre lecteur va se dire, mais... en général, les phrases longues sont mal construites à ce niveau-là d'études, parce que on n'a pas forcément tout maîtrisé dans la langue. Donc, faites des phrases courtes. Voilà, sujet, verbe, complément, quelques compléments supplémentaires et pas plus de 3 lignes, jamais plus de 3 lignes au début de votre dissertation. Ensuite, pour bien commencer, je vous ai dit, vous contextualisez. Donc là, ça sera votre culture qui va faire la différence. C'est est-ce que vous savez situer un texte dans l'histoire littéraire ? Donc quel mouvement a inspiré ce texte ? Ou contre quel mouvement est écrit le texte ? Donc ça, c'est votre culture qui peut valoriser vraiment votre dissertation. Et pour bien terminer une dissertation, après, c'est pas le début et la fin qui comptent vraiment. Je vous conseille vraiment de vous focaliser sur tout le contenu de la dissertation aussi. Il n'y a pas que le début et la fin qui comptent. C'est pas ça que regarde vraiment le lecteur, le correcteur. Donc, terminer correctement une dissertation, ce serait soit faire une très bonne ouverture, soit avoir fait bien correctement sa conclusion de manière rigoureuse, c'est-à-dire d'avoir répondu à la question. Rappelez en combien de temps vous avez répondu à la question. Donc nous avons d'abord montré ceci, puis ceci,
et enfin cela. Et nous en concluons ceci, et là vous pouvez mettre une petite citation si elle est bien dans le sujet, mais en général une citation qui est bien dans le sujet, il aurait fallu la mettre dans la dissertation, donc je vous conseille de vous méfier des ouvertures, mais vraiment de faire une bonne conclusion bien technique où on voit que vous répondez correctement à la question et de rappeler vos 3 temps d'argumentation. Voilà. Toujours dans l'intro, il y a 2 questions. Est-ce que amorcer est obligatoire et comment bien poser la problématique? Donc l'amorce, il parle D'accord. Est-ce qu'amorcer est obligatoire? Oui. Et ensuite? Et comment bien poser la problématique du coup? Ah oui, donc c'est ce que je vous ai expliqué au tout début. Donc moi, pour l'amorce, oui, je dirais que c'est obligatoire si c'est bien contextualisé. Comme je vous ai dit, revoyez les grands courants de la littérature et les auteurs dans chaque courant. Revoyez votre tableau qui est dans chaque manuel, les grands courants avec les auteurs. Ça, c'est pour introduire. Ensuite, pour... c'était quoi la problématique. Alors, la problématique, moi je vous conseille de voir, visuellement, vraiment dans votre tête, vous dites ou bien option 1 ou bien option 2. C'est-à-dire qu'il y a 2 hypothèses possibles pour répondre à cette question. Vous avez une thèse qui est formulée dans votre sujet. Ça va être l'option 1. Donc vous le reformulez avec vos propres mots, en n'oubliant pas le mot important de leur question, de leur formulation du sujet. Ou bien option 2, c'est-à-dire comment on peut voir les choses différemment. Ça ne se superpose pas au plan. Parce que c'est vrai qu'un plan dialectique, c'est option 1, option 2, option 3. Bon. Les deux aspects ne se superposent pas. Mais il faut que vous voyiez une contradiction. Pour la problématique, il faut vraiment que vous cerniez une contradiction. Donc on a option 1, option 2. Donc 1 ou bien 2. Et là, vous posez votre question. Si vous mettez votre question en 2 temps, une seule phrase en 2 temps, donc l'option 1 et l'option 2, articulée par ou bien, on verra qu'il y a une tension dans le sujet. Bon, après, il faut bien réfléchir à votre thèse, votre contre-thèse, ou aux objections qu'on peut faire à cette thèse. Je vous conseille de vraiment regarder le début de la vidéo et de revoir les manières qu'on peut mettre en place pour poser la problématique. Est-ce que c'est tout? Il y a d'autres questions ou pas? Oui, bon, ça c'est plus en rapport avec le bac du coup. Est-ce que le théâtre risque de tomber cette année comme l'argumentation et le roman sont déjà tombés précédemment? Je peux pas savoir, les sujets du bac c'est vraiment aléatoire. Oui, peut-être que ça peut tomber, oui. Mais peut-être qu'un sujet peut tomber 2 années d'affilée. Enfin, c'est vraiment... Je veux pas prendre de risque en vous disant oui ou non. Enfin, c'est vraiment, faut tout travailler, je vous conseille de tout travailler. De toute façon, ça vous resservira pour d'autres sujets, pour les oraux. Ça vous servira, donc travaillez tout. D'accord, bah sinon pas d'autres questions. D'accord. Donc, vous pouvez tomber aussi sur on peut vous demander d'écrire un article. Donc, si on vous demande ça, la forme de l'article. Donc, je rappelle, il y a un titre ou un chapeau qui illustre une idée générale. Ensuite, vous allez devoir conserver le registre, c'est-à-dire la situation d'énonciation. Donc, et la situation d'énonciation. Ensuite, vous allez devoir écrire avec le style demandé. Donc, si on vous demande un style journalistique, il va falloir emprunter ce style. Ensuite, le vocabulaire. Il peut être péjoratif, connoté, si c'est un texte critique que vous allez devoir écrire, ou si c'est un texte plus positif, élogieux. Voilà. Ensuite, vous utiliserez le présent, si c'est un article. Voilà. Donc, ça, c'est les petites règles de base. Ensuite, le dialogue. Donc au minimum, on a 2 interlocuteurs, c'est évident. Vous allez devoir confronter, opposer les diverses idées. Donc là, on peut revoir un peu comme l'argumentation dans le cadre de la dissertation. Ça peut vous donner des idées pour opposer les idées, chacun, sauf que ce sont des personnages qui argumentent et contre-argumentent, mais chacun peut illustrer avec des exemples ces idées. Les personnages. Donc le style est direct puisque les personnages se parlent, c'est évident. Marquer l'oralité par exemple avec des phrases exclamatives, donc des interjections, des O, des A, oui bien sûr, point d'exclamation, tout ça. Ensuite le monologue.
Donc le monologue est au discours direct, plus pronom-je. Donc on a un personnage qui parle seul sur scène, qui s'adresse à un public, mais qui va parler seul, qui va se confier en quelque sorte. Ce que doit faire le jeu, donc ce que doit faire le personnage généralement, c'est se décider. Il a une décision à prendre. Pensez à Corneille, le Cid, le dilemme entre tuer le père de Chimène ou ne pas le tuer et perdre son honneur. Donc faire appel à des interlocuteurs fictifs, donc oui, quand on fait un monologue, on peut imaginer des contre-arguments de personnages qui nous parleraient dans notre esprit. Donc on peut poser à ce moment des questions oratoires, montrer alors les alternatives, la pluralité des positions possibles. Donc vous réfléchissez tout simplement à la place du personnage. Le discours. Donc si on vous demande de réaliser un discours, il faudra bien structurer. Donc pensez toujours encore à la dissertation. Finalement, la forme de la dissertation est très utile pour l'écriture d'invention. Donc on a la thèse, les contre-arguments possibles, la réfutation, la réaffirmation de la thèse. Ça peut être la forme du discours. Vous pouvez trouver d'autres formes possibles, mais ça, je vous ai mis ça en exemple. On commence par poser sa thèse, puis contre-argumenter, réfuter, puis réaffirmer, puisqu'on a réfléchi. Donc on finit par conclure. Alors, dans le discours, il faut avoir une forme de rhétorique oratoire, encore comme dans le monologue. Il faut s'adresser à des destinataires à l'oral, donc vous pouvez leur poser des questions, encore des interjections, donc des O, des points d'exclamation, des questions rhétoriques, exclamatives, des points de suspension, tout simplement des éléments du discours qui marquent vos sentiments et votre présence dans le discours. Il ne faut pas faire un résumé tout bête, il faut faire quelque chose de vivant. Donc une ponctuation sous toutes les formes possibles. Exploitez vraiment la ponctuation. L'essai. Il faut faire l'usage de la première personne du singulier ou du pluriel dans l'essai. Donc pensez aux essais de Montaigne par exemple. Vous montrerez la pluralité des points de vue, donc pluralité, c'est-à-dire que vous allez voir qu'il n'y a pas que votre thèse qui compte, mais qu'il y a plusieurs points de vue possibles, qu'on peut imaginer différentes choses, relativiser un point de vue, et donner vos différents avis dessus, en pesant le pour et le contre. Là, vous êtes vraiment dans une réflexion assez intéressante de l'essai. Vous allez devoir juger, donc trancher quand même si vous avez montré une pluralité de points de vue, il faudra trancher votre question, et trouver des alternatives aux diverses positions. Ensuite, la fable. Donc la fable, on sait bien, comme dans les fables de La Fontaine, il s'agit de plaire et d'instruire. Donc le style sera court, bref, il vise l'essentiel, donc il ne faut pas faire quelque chose de trop long, mais vraiment travailler votre texte court. Donc le temps que vous passerez à ne pas rédiger une dissertation, vous le passerez à retravailler votre texte au brouillon, et enfin à le recopier au propre. Il faut faire des juxtapositions, des ellipses, formuler une morale, ça c'est très important pour la fable, c'est-à-dire qu'il faudra conclure et trancher un point de vue qui permet de réfléchir, de donner des conseils à l'humanité tout simplement. Intervenez en tant que conteur, donc prenez le point de vue du conteur, relisez quelques contes, quelques fables de La Fontaine, rappelez-vous la manière qu'avait d'écrire La Fontaine, la fable du loup et du chien, ce genre de choses, du corbeau et du renard, tout le monde la connaît. Interpellez ensuite le lecteur, c'est-à-dire que vous vous adressez à lui, vous lui suggérez des idées, vous cherchez à savoir ce que lui pense. Vous penserez que je défends cette thèse, mais non, je ne vais pas aller jusque-là. Donc voilà, vous pouvez vous amuser. Enfin, la lettre, ça peut être aussi une chose qu'on vous demande de faire, donc ce sera la forme épistolaire. Donc ça c'est assez simple, un certain lieu, un certain temps, il faudra bien le noter en haut de votre lettre, n'oubliez jamais ça. Donc une en-tête, un destinataire mentionné, des formules d'usage et enfin vous signez. Donc ça vous connaissez, vous avez dû en faire des centaines au collège et en primaire. Différentes options sont possibles pour la lettre. Donc ça peut être une lettre privée ou une lettre ouverte. Donc la lettre ouverte, ça sera une infinité de destinataires, et une lettre privée, ça sera à un seul destinataire seulement, ou deux, plusieurs. Enfin. Alors ensuite, vous mettrez des pronoms. Donc le pronom en général c'est je et vous.
N'oubliez jamais, bien sûr, que vous vous adressez à quelqu'un, donc faites naturellement comme si vous vous adressez à quelqu'un. Si c'est une personne que vous ne connaissez pas, c'est vous, ou tu, si vous la connaissez bien, enfin, vous vous doutez bien de tout ça. Ensuite, vous posez des questions rhétoriques. Ça permet de rendre plus vivante votre lettre et à dynamiser un peu votre propos. Donc, mettez-vous dans la peau d'un grand écrivain qui cherche à stimuler son interlocuteur et à dynamiser son écriture. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Non, pas d'autres pour l'instant. D'accord. Voilà. Donc, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à revoir les autres points de la méthodologie sur le commentaire et la question de corpus que j'ai fait dans une autre vidéo, à consulter les autres vidéos sur les mêmes thèmes et les fiches rattachées à ce sujet. Je vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt sur DigiSchool.